Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à tous, c'est Excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche avec l'excellence française. Le temps d'une heure, nous découvrons ensemble les destins de ceux qui s'impliquent, qui vont chercher toujours plus loin. C'est une des figures majeures de l'humour en France, une qui incarne à la perfection l'art de la satire sociale à travers ses spectacles captivants et son humour impertinent. Elle nous revient avec un one-man show qui ne faillit pas à cette tradition. L'expérience de la vie, c'est le titre de votre nouveau spectacle, Anne Romanoff, celui d'une femme d'expérience qui continue à expérimenter, comme vous vous décrivez vous-même. Vous allez nous raconter tout cela et plus encore, on l'espère. Bienvenue dans cet Excellent. Merci. Avec plaisir. De la Syrie à la France, il a trouvé la rédemption à travers la littérature qui lui a appris à aimer son pays d'adoption. Et ce sont les mots, nos mots français qui lui ont ouvert l'horizon. Omar Youssef Souleiman est devenu écrivain et poète et il nous raconte son chemin de l'exil, son chemin vers la France qu'il a choisi comme terre d'accueil dans son tout dernier livre, Être français, sorti chez Flammarion. Omar, je crois que les croissants y sont pour beaucoup. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Et c'est Excellent sur Sud Radio, vous l'avez compris, bienvenue chez vous. Alors Anne Romanoff, comme je le disais en introduction, vous êtes à l'affiche de votre tout nouveau One Woman Show, l'expérience de la vie. C'est un spectacle où vous tournez en dérision, comme à votre habitude, les dérives de notre société. Alors ça passe des influenceuses à l'élection présidentielle. Je crois qu'on retrouve même votre voyante mythique, si je ne me trompe pas. Alors non, pas dans ce spectacle-là. Ah, d'accord. Non, mais je parle de l'époque actuelle, de ce qu'on a le droit de dire, pas dire. Des machines qui remplacent les gens, des nouveaux métiers, la nouvelle place du travail dans la société. Enfin, je parle de beaucoup de choses très contemporaines, quoi. Ouais. Parce que vous trouvez qu'on a moins de place pour la parole libre aujourd'hui ? Non, faut pas dire ça. Non. Justement, non. D'accord. Je sais pas Justement, pourquoi vous êtes. Ça, et je trouve qu'il y a des bonnes choses aussi parce que finalement, quand on a la parole, pourquoi on a le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment ? Voilà, et on a une responsabilité à partir du moment où on a le droit de prendre la parole. Mais justement, je fais un sketch sur une bouchère dont la fille est woke et le mari n'est pas déconstruit, donc elle navigue entre les deux. Ça doit être pas mal. On imagine tout à fait les scènes que ça peut provoquer dans les familles. Ouais. Alors ce titre, l'expérience de la vie, celui d'une femme d'expérience qui continue à expérimenter, c'est vous qui le dites. C'est comme pour nous dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre finalement. Ou que vous... Et je pense que la vie est un chemin et c'est ce chemin qui est intéressant. C'est pas forcément le but. Et puis qu'est-ce que c'est que de l'expérience de la vie ? À la fin du spectacle, je termine par des vieilles dames qui racontent leur expérience de la vie. Et voilà, j'avais envie, parce que j'ai quand même un certain âge maintenant, donc je sais pas, de porter un regard. Et j'explique aussi que on croit avec l'âge, on devient plus serein. En fait, non. Non. Vous n'êtes pas devenue plus sage non plus ? Un peu, mais pas sereine, pas tout à fait. Alors, d'aucuns disent que tout va pas très bien, mais en sortant du spectacle, on se sent vraiment mieux. C'est l'idée, ça aussi, Anne Romanoff, d'insérer de la lumière, de la légèreté dans des sujets lourds, voire même insupportables en ce moment. En fait, on fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. Après, on peut pas faire rire de tous les problèmes, bien sûr, mais rien ne me fait plus plaisir que quand je vois des gens illuminés, enfin, ça me fait un peu primeur, mais en tout cas radieux à la fin du spectacle, et qui me disent qu'ils ont oublié leurs soucis, et justement en leur parlant de leurs soucis. Ouais. Je parle aussi de l'inflation, je parle du Covid, Et c'est pour ça que ça marche finalement, parce que vous parlez de sujets qui touchent tout le monde, quoi. Moi, je pense que le rôle d'un artiste, et plus précisément d'un humoriste, c'est de tendre un miroir à la société moi, je fais rire. Enfin, j'essaye de transformer des choses pas drôles à pointer certaines choses pour montrer la dérision des choses, quoi. Et je pense que oui, les gens apprécient en tout cas que je leur parle vraiment de l'époque. C'est un spectacle très ancré dans l'époque. Comme vous traitez ces sujets-là, est-ce que maintenir l'équilibre entre la satire sociale et l'humour, c'est un sujet finalement pour vous ou pas du tout ? Non, chaque sketch est un cas individuel et en fait, je choisis un thème. Après, je cherche un thème qui me parle. Après, je me dis comment je vais. Par exemple, ça fait longtemps que je voulais faire un texte sur le développement personnel. Et j'avais essayé dans le précédent spectacle. Et je l'avais joué une dizaine de fois et ça faisait pas du tout rire. Je me suis dit, les gens ne sont pas prêts. Et là, en fait, j'ai trouvé l'axe d'une fille qui a l'accent du Midi, mais qui est naïve et en même temps pertinente et qui lit tous les livres de développement personnel et qui essaye toutes les méthodes. Et là, à ma grande surprise, c'est un des sketchs qui marche le mieux dans le spectacle et les gens rient à chaque phrase. Et même la première fois que j'ai joué, j'étais surprise. Et ce qui m'intéresse, par exemple, dans ce texte, c'est que je dis aussi des choses profondes sur la vie, mais qui passent à travers le prisme de ce personnage, quoi. Et est-ce que c'est le fait aussi que ça soit un personnage entre guillemets commun ou un peu banal qui fait que ça fonctionne ? C'est-à-dire que de rendre l'absurde drôle. Mais c'est souvent moi ce qui me vexe parfois, c'est que on ne s'aperçoit pas de mes qualités d'écriture parce que justement je fais des personnages qui ont l'air parfois un peu simplets, mais qui disent quand même des choses profondes et c'est tout ce subtil équilibre. Donc pendant longtemps on a cru que j'étais simplette. Et donc chaque fois que j'écris des textes où les gens disent alors ils sont surpris et après ils me disent vous écrivez vos textes vous-même, je dis oui, ça fait 35 ans, quoi.
Et alors justement, dans quelles conditions vous écrivez? Comment vous trouvez vos blagues? Vous les essayez sur les gens autour de vous? Pas du tout. Non, pas du d'accord. tout. D'accord. Donc c'est ensuite sur le public directement. Non, parce que l'entourage, soit il est très difficile et ils disent oh tu crois, et ça vous décourage alors que peut-être le truc est intéressant. D'accord. Soit ils disent ils peuvent être complaisants et rire et non. Donc finalement c'est entre professionnels que ça se définit aussi avant le public? Non, vraiment c'est sur scène. Et quand par exemple ce spectacle, j'ai commencé à le jouer au mois d'avril dans des toutes petites salles. J'ai commencé par Aix-en-Provence, la Fontaine d'Argent, dans un petit théâtre de 100 places, et je dis aux gens que c'est un nouveau spectacle. Parfois j'ai même mes textes à la main, et là je teste, je regarde les réactions. Ça leur plaît du coup, j'imagine aussi cette idée que vous testiez ce nouveau spectacle sur eux. Le public se doit sentir oui. privilégié. Sauf quand il y a trop de textes. Ils se disent on le sait pas, elle a pas fait. Mais après c'est vrai qu'au début je vais pas apprendre un truc que je sais pas qu'est-ce que ça va donner quoi. Mais oui, c'est un peu work in progress, et c'est beaucoup d'ajustements, et l'écriture d'humour ça demande énormément de précision, beaucoup de rétrécissement, de condensation, d'enlever tout le gras. Et c'est très précis l'écriture humoristique. Donc voilà, donc c'est beaucoup de travail, de mise au point, jusqu'à se dire voilà, ça y est, une fois que le texte est écrit, je m'amuse pas à le changer tous les jours, et après j'ai une liberté d'improvisation sur scène. Dans certains personnages, il peut me venir des choses. Et vous improvisez souvent, du coup, Anne Romanoff? Un petit peu, dans certains. Mais enfin, c'est tellement dur de trouver la phrase juste qui fait rire que après, on va pas s'amuser non plus. Bien sûr. À trop rajouter de trucs. Et alors, est-ce que vous faites attention quand vous écrivez justement à pas franchir certaines limites sensibles, ou c'est pas du tout un sujet non plus, ça, chez vous? Non, c'est pas un sujet. Je pense qu'on vit dans un pays libre, Dieu merci, et que les gens ont payé pour leur liberté, et que c'est à chaque humoriste de prendre ses responsabilités. Donc il n'y a pas. Chacun doit. Enfin, je pense que le plus important quand on est artiste, c'est d'être profondément en accord avec soi-même. Donc, ce qui est votre cas. J'essaye en tout cas, mais même ça va aussi du fait de, par exemple, s'il peut y avoir des sketchs qui font beaucoup rire, tout d'un coup ça m'amuse plus de les faire, je vais les enlever du spectacle parce que j'ai plus le plaisir. Je pense que c'est très important, et le public est sensible quand il fait l'effort de se déplacer voir un artiste, voir du spectacle vivant, que justement on livre du spectacle vivant, c'est-à-dire pas de la conserve, pas un truc. Parce qu'une fois que le truc est peut-être trop rodé, c'est pas bon non plus. Donc le par cœur, c'est pas toujours bien, quoi, Anne Romanoff? Si, mais comme j'écris mes textes, c'est vrai que je peux aussi, parfois, j'invente des choses, quoi. Ouais. Et est-ce que l'humour, il vous permet de tout dire, finalement, du coup? Oui. C'est ça que vous nous dites. On peut tout dire. Vous avez une grande liberté, quoi. Ça permet on peut rire de tout aussi, finalement. Oui, tout dépend comment, avec qui et de quelle manière. Et de la précision et de la finesse aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a un moment quand on dit, je le fais dire à un personnage, justement la bouchère qui parle à son mari dit ouais, on peut plus rien dire. Je dis oui, mais j'ai dit les gens qui disent on peut plus rien dire, c'est souvent parce que ils regrettent de plus pouvoir dire des choses racistes, sexistes ou homophobes. Donc c'est quand même ça. C'est un point de vue, effectivement. Mais c'est la vérité. Omar Youssef Souleymane, je rappelle votre récit, Être français, qui est sorti chez Flammarion. Est-ce que je vais vous poser la même question. Est-ce que vous réfléchissez à l'impact de vos mots sur les lecteurs au moment où vous écrivez, ou pas du tout? Justement, bien sûr que j'en pense, parce que je pense qu'un texte non lu est un texte mort. D'accord. D'une manière ou d'une autre. Mais avant tout, en tant que quelqu'un, je peux dire exilé, parce que je pense, évidemment, j'ai obtenu la nationalité française il y a 1 an, aujourd'hui. Donc je suis français, même avant ceci, j'étais français. Ça fait un certain nombre d'années, oui. Tout à fait, c'est une histoire de dingue quand même. Mais par rapport à l'écriture, parce que j'étais écrivain même quand j'étais en Syrie, j'avais publié 2 livres en arabe, je travaillais comme journaliste, donc c'était aussi mon métier d'adresser la parole aux autres. Et encore une fois, je pense que le texte non lu, c'est un texte mort, mais aussi au moment de l'écriture, une fois qu'on pense à la censure, on pense au regard des autres ou à l'opinion des autres, on ne peut pas écrire. Il faut avoir, une liberté absolue et totale dans l'écriture. Et c'est ça la différence, je pense, entre écrire dans un pays dirigé par un régime dictatorial comme la Syrie et un pays comme la France. Par rapport à ce que vous avez abordé sur est-ce qu'en France, on est moins libre qu'avant. En fait, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu dans la France d'avant, mais je trouve qu'on a... Ça fait déjà 10 ans que vous êtes là, quoi. C'est vrai, mais je trouve qu'on est pas moins libre, mais je pense qu'on a moins de tolérance, peut-être, ou on est, d'une manière ou d'une autre, aussi encadré dans un cadre aujourd'hui. Plus encadré, par exemple, moi je suis souvent encadré comme le migrant français qui doit rester migrant français. C'est marrant quand même être un migrant français. Oui. Vous êtes français et migrant peut-être. Oui, les deux. Moi je préfère le mot exilé quand même. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est hallucinant. Et alors vous, Anne Romanoff, justement, quand vous écrivez, vous avez dit, vous essayez pas sur les gens qui sont autour de vous, mais est-ce que vous projetez aussi quelle réaction publique au moment où vous écrivez? Est-ce que c'est une question que vous vous posez ou pas du tout? Est-ce que ça peut être gênant, ça, pour vous, dans l'écriture, justement? Non, mais au bout de 35 ans d'expérience,
on peut se douter qu'à un endroit, il y aura tel ou tel rire, mais encore une fois, j'ai toujours de grandes surprises. Ouais. Des réactions du public, c'est-à-dire des trucs que je trouve bof, les gens sont Que vous aviez explosés pas de rire. prémédité, quoi. Ouais. Et le contraire, des trucs que je trouve super drôles. C'est ça qui est sympa. Je les enlève. Non, mais vraiment, on peut pas préjuger, quoi. Et qu'est-ce qu'il emporte, ce public, en repartant, selon vous? Le sourire, déjà, quoi. Anne Romanoff, c'est Je ça, pense une certaine forme de joie, même. C'est ce Ouais. qu'on me dit. Ouais, de la légèreté, quoi. La joie, ça va avec une certaine forme de légèreté. Peut-être, aussi. mais je pense que la joie, elle peut aussi être profonde. Ouais. Ouais. C'est pas superficiel, forcément. Ouais. C'est comme ça que vous la vivez, vous, en tout cas? En tout cas, je suis parce que des fois, je suis complètement déprimée, fatiguée, et au bout de ma vie, et en fait, je vais sur scène et je sais pas. Même moi, Ça je vous suis surprise. réénergise, quoi. Je sais pas pourquoi quand je suis sur scène, tout d'un coup, il y a des choses. Il y a une forme de magie. J'ai ce talent, ce don, mais malgré moi, de transmettre une forme de joie. Alors que des fois, je me sens désespérée. Et est-ce que c'est pas le désespoir parfois qui pousse à donner envie de faire rire aussi, Anne Romanoff? Oui, mais tous les gens désespérés sont pas humoristes. Ouais, c'est ça. Donc, mais Donc, oui, l'humour je du pense que désespoir moyen, quoi. ouais, Ça je vous pense que convient pas. tous les humoristes que je connais sont tous hypersensibles, écorchés vifs, ils ont tous des failles. Mais après, on connaît tous des écorchés vifs, hypersensibles qui sont pas humoristes. C'est vrai. Ça suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Eh bien, on est bien avec Sud Radio et sur Sud Radio avec l'humoriste Anne Romanoff et l'écrivain Omar Youssef Souleiman dans C'est excellent, vous l'aurez compris. À tout de suite, chers auditeurs. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un excellent choix. Avec moi aujourd'hui l'humoriste Anne Romanoff et son nouveau spectacle L'expérience de la vie, et l'écrivain et poète Omar Youssef Souleiman et son nouveau livre Être français, sorti chez Flammarion. Alors Omar Youssef Souleiman, pour résumer en quelques mots le chemin de vie que vous nous racontez dans ce livre, il s'agit de votre route de Homs en Syrie à la France, marquée par la fuite, la fausse identité, puis le refuge, justement en France, un pays que vous êtes venu à aimer pour une raison plutôt inattendue et qui vous fait sourire, je pense, Anne Romanoff, les croissants. Vous aimez ça, les croissants, vous? Oui, trop. Bah moi aussi. Alors c'est ça qui vous a décidé à venir ici? Vous les aimez moins qu'avant? Vous en avez trop mangé, parce peut-être, qu'aujourd'hui, Omar. je suis tombé amoureux au pain au chocolat, quand même. C'est pas pareil. Vous dire pain au chocolat ou chocolatine? Non, c'est pain au chocolat, là. Désolé, attention, on est c'est très important. Moi, j'ai trouvé pain au chocolatine, c'est le plus essentiel. Mais évidemment, vous savez, on a une attirance vers n'importe quel pays. Cette attirance est basée sur le cliché. Ouais. Le cliché de la France au Proche-Orient, c'est le pays de Champs-Élysées, le pays de Tour Eiffel, de parfums, peut-être le pays des baguettes, de Perret, etc. On a appris ça de la France des années 70, du cinéma français. Alors, il y avait tout ça dans mon esprit. Une fois que je suis sorti de la Syrie, dans une condition cruelle, c'est-à-dire j'ai fui clandestinement en Jordanie, et là-bas où j'ai demandé l'asile politique. Vous êtes harcelé par la police là-bas? La police jordanienne m'a arrêté, m'ont emprisonné, m'ont torturé, puis une fois que je suis sorti de la prison, vous savez, la police au Proche-Orient, ils sont tous pareils. Après, ils nous arrêtent, ils nous torturent, puis ils disent, nous sommes désolés, c'était une erreur. D'accord. Donc une fois libéré, j'ai recherché un nouveau pays pour être en sécurité. C'est ça la priorité pour un réfugié. Donc, j'ai demandé l'asile politique de l'ambassade française pour, essentiellement, loin, en ajoutant de croissants, bien sûr. C'est le plus... C'est le must, on va dire. Oui, grave. Oui. C'était pour deux raisons. La première, c'est que la France, pour moi, c'était le pays de Paul Éluard, le pays de la poésie, de la littérature, ce qui est vrai, qu'on avait lu en arabe depuis quand j'étais adolescent. Et aussi la réputation de la France au Proche-Orient, c'est le pays qui protège le plus les droits de l'homme et surtout les journalistes, réfugiés politiques. Oui. Bien sûr. Donc, dans l'avion, d'ailleurs, moi, j'étais impressionné que j'avais vraiment de la chance. J'ai pas souffert de traverser la mer en long chemin, c'est-à-dire le lendemain, j'étais à Paris. L'ambassade française était vraiment collaboratrice. Et dans l'avion, pendant 4 heures, j'avais cette image française. La douceur, la joie, où tout le monde sont heureux, ils dansent dans la rue. Ah bah ça a dû vous faire bizarre en arrivant ici. Paul Éluard partout. Et la première scène que j'ai trouvée à Paris, c'était le RERB. Oui, bah voilà. En sortant de l'aéroport Charles de Gaulle. Suivi par une autre scène où tout le monde courait dans tous les sens. Et j'avoue, j'avais l'impression qu'il y avait un attentat. Pourquoi les gens courent à Paris? Parce que vous savez, au Proche-Orient, on marche lentement. Ouais. Et vous avez découvert pourquoi les gens courent alors? Parce qu'il faut courir à Paris. Ça fait 11 ans que je cours comme moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue. Vous n'êtes pas arrêté. Vous savez, on tombe sur une ambiance complètement différente de celle de Proche-Orient, inattendue, évidemment.
Alors Omar Youssef Souleymane, vous nous dites aussi, je vis une nouvelle naissance, une nouvelle mère, la France. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez d'être naturalisé en 2022, ça faisait 10 ans que vous attendiez ça. Et vous dites aussi, comment ne pas considérer ainsi la terre qui m'a offert la possibilité de m'exprimer, m'a sauvé de la tyrannie et qui m'a donné ce cadeau, la citoyenneté. Bon, c'est une déclaration d'amour univoque malgré le RERB, j'ai envie de dire. Encore une fois, grave, je veux vous dire, c'est trop parisien. Parce que tout simplement, je pense qu'on a... la France m'a offert ce cadeau. Je pense qu'il faut vivre ailleurs que la France pour savoir à quel point on vit bien ici. Vous savez, les premiers mots que j'ai appris de la langue française, c'était les gros mots. Parce qu'ici, en France, on adore râler, on adore être malheureux d'une manière ou d'une autre. Sauf que c'est... Les bons Gaulois. Ça m'a tellement marqué, à fond. Donc, il faut savoir vraiment à quel point on vit très mal au Proche-Orient pour savoir à quel point on vit ici. Et ici, en fait, en France, m'a sauvé la beau. M'a offert la liberté d'expression, m'a considéré comme citoyen. Je dis toujours que les Syriens sont nés comme des exilés sur leur propre territoire. Ici, j'avais le droit, par exemple, de voter. En France, vous pouvez imaginer la situation. Ce qui n'est pas le cas en Syrie, effectivement. Un Syrien, évidemment, un Syrien qui vote en France. Donc, il y a beaucoup de cadeaux que ce pays m'a offert et je pense que c'est normal de la considérer, de le considérer comme ma nouvelle mère symbolique dans l'absence de ma mère biologique que ça fait 11 ans que j'ai pas vue parce qu'elle est toujours en Syrie. Donc dans ce contexte... Vous avez des nouvelles d'elle ? De temps en temps, mais c'est très compliqué parce que les téléphones sont surveillés en Syrie. D'accord. Je préfère ne pas raconter des détails parce que pour leur sécurité. D'accord. Et donc en France, évidemment, ce pays m'a offert beaucoup de choses, mais quand je parle de la France, je parle de la France des valeurs. Je parle de notre France, la France qu'on aime, la France. Égalité, fraternité. Et de tolérance. Bien sûr. Omar Youssef Souleymane, pour votre père resté en Syrie, la prière était plus importante que l'école. Vous avez grandi dans une famille, du coup, à résonance islamiste, lui l'était en tout cas. Vous avez même eu, à un moment donné, flirté. Vous avez flirté avec l'idée de commettre un attentat, ce que vous nous racontez aussi dans votre tout premier récit, Le Petit Terroriste. Forcément, je vais vous poser une question d'actualité. Les événements tragiques des derniers jours entre l'attaque des terroristes du Hamas sur Israël ou l'assassinat tout récent du professeur Dominique Bernard sur notre territoire. Ça a une résonance toute particulière pour vous. Qu'est-ce que ça vous évoque, Omar ? C'est un drame absolu. Ça fait des dizaines d'années qu'on vit au Proche-Orient. La condamnation de Hamas, c'est complètement fort et légitime. Je pense que Hamas ressemble beaucoup à Daesh avec tout ce qu'ils ont fait ces derniers jours, d'assassiner les civils, attaquer le territoire d'Israël à côté. Je pense que personnellement, je pense qu'on doit être solidaire avec toutes les victimes des deux côtés. Les victimes de Gaza qui sont en train d'être détruits aujourd'hui, complètement. Des enfants, les femmes, les hommes, les civils qui sont morts. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de Hamas. Il ne faut vraiment pas faire de l'amalgame non plus. Et sur l'autre côté, c'est pareil. Les civils israéliens, je pense qu'on doit être solidaire avec les victimes, premièrement. Et deuxièmement, Hamas, c'est la honte ce qu'ils font parce qu'ils prennent une zone où il y a plus que 2 millions 200 000 personnes vivent là-bas, comme des otages. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le Hamas qui prend en otage les Palestiniens ? Évidemment, ils prennent en otage les Palestiniens, mais ça ne veut pas dire que non plus les attaques de l'État israélien est plus cool, parce que c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Cool, Alors, de toute façon, je pense que Hamas, c'est un mouvement islamiste, terroriste, et on le connaît depuis longtemps, et ça réveille beaucoup de souvenirs désagréables de ma mémoire. Mais on doit être solidaire avec tous les civils quand même. Bon, pour en revenir un petit peu à la France, vous qui avez reçu la nationalité française donc il y a quelques mois, Omar, qu'est-ce que c'est vos espoirs en tant que nouveau citoyen français, justement, pour ce pays ? Peut-être râler, parce que comme un nouveau français, il faut râler. Vous voulez apprendre à râler, c'est ça ? Putain, fichier, j'en ai marre. Ce sont les premiers mots que j'ai. Sud Radio. Désolé. C'est la vérité. À l'époque, je les ai répétés, je ne savais pas ce que ça veut dire. Ouais. Et donc, comme un nouveau français, aujourd'hui, je pense que ce qu'il me tient de plus, c'est l'engagement. Avant tout, de protéger la France, c'est un pays qui mérite d'être protégé, avoir l'appartenance envers mon nouveau pays adoptif, merveilleux. Je pense qu'un pays comme la France, le pays de Paul Éluard, le pays de Descartes, le pays de la grande civilisation. Vous voudrez qu'il soit à la hauteur de tout ça, quoi. Aussi, exactement. Je pense qu'on doit être à la hauteur de tout ça avec mes compatriotes qui sont les Françaises et les Français aujourd'hui. C'est magnifique. J'aime entendre ce genre de choses sur Sud Radio. Moi aussi. Alors, Anne Roumanoff, justement, vous qui nous parliez d'enlever le gras dans l'écrit humoristique tout
à l'heure. Quand on écoute Omar justement redire ces gros mots que les Français, dont les Français sont si férus, on peut se dire aussi que finalement les mots définissent l'humeur, définissent un peuple et une culture aussi finalement, et que ça devient, pour vous, c'est de la richesse tout ça, non ? C'est le travail sur les mots qui est passionnant. Bien sûr, quel mot on dit dans la bouche de quel personnage pour dire quoi. Bien sûr. Et comment vous faites alors ? Est-ce que vous écoutez les gens parler, vous, pour vous en inspirer ? Comment vous fonctionnez ? Tout le temps, mais en fait j'ai toujours fait ça depuis toute petite. Même quand j'avais 7-8 ans, j'écoutais toujours les conversations de la table à côté. J'ai toujours été très curieuse des manières de parler, des codes sociaux. Et puis j'ai aussi un truc, c'est que les gens me racontent beaucoup leur vie parce que je suis assez empathique. Des fois c'est fatigant parce que quand il y a des gens qui sont malades, j'attrape aussi. Enfin voilà, je suis trop empathique. Vous attrapez les maladies comme les mots, non, c'est pas ça. Mais je peux vite être vidée de mon énergie. Quand je rencontre des gens toxiques ou négatifs, je peux. Vous prenez les énergies. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un problème parce que je donne de l'énergie sur scène, ça va. Ouais. Mais j'arrive sur scène, pas. Vous prenez pas l'énergie du public. Non. Ouais, ça serait compliqué là. Non, au contraire, je donne. Mais c'est vrai qu'après, je suis trop. J'aimerais travailler là-dessus pour soigner ça, mais je suis trop une éponge en fait. Mais enfin, du coup, les gens me racontent très vite leur vie et les petits détails. Après, je pose des questions, je suis curieuse. Ils me racontent pas comme ça. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, en fait, j'emmagasine beaucoup d'expériences humaines de tout ce que les gens me racontent et après, je ressors ça. Après, je réutilise pas tout sur scène. Et sur scène, je n'aime pas reproduire le réel tel qu'il est, en fait. C'est quand même une transfiguration. Donc, ça veut dire, même quand je dis c'est pas forcément des choses qui me sont arrivées. Je m'inspire et je m'imbibe de plein de choses, quoi. Vous créez des personnages qui sont des personnages réels, mais qui ne le sont pas finalement. Jamais totalement. C'est ça. Et c'est ça qui me plaît parce que je trouve que retranscrire la réalité telle qu'elle est, déjà, c'est pas forcément drôle. Donc il faut l'enrichir d'autres choses. Et puis il y a des choses qui viennent de mon imagination, de ma créativité. Heureusement, quoi. Bien sûr. Et bien, Sud Radio, c'est excellent avec l'humoriste Anne Romanoff et l'écrivain et poète Omar Youssef Souleymane. Vous restez avec nous, les copains. On revient tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes tous ici chez vous, chers auditeurs, avec l'humoriste Anne Romanoff et l'écrivain et poète Omar Youssef Souleymane. Alors Anne Romanoff, avant de continuer à échanger, on vous écoute un peu quand même, c'est parti. On dit pas les gays, monsieur, on dit les LGBT, très bien, laisse les gens baiser tranquille. Un homme qui a du ventre, c'est un bon vivant. Il y a des petites différences. Une femme qui aime le bon vin, elle boit. Un homme qui a bu, il a pissé dans le lavabo, on a rigolé. C'est très juste tout ça, Anne Romanoff. Ça, c'est un vieux spectacle. Ouais, je vous ai mis 2 extraits. Je vous ai mis un extrait de Tout va presque bien et un extrait de Tout va bien. Ce sont alors c'est 2 vidéos que j'ai trouvées 2019 et 2023, mais j'ai fait exprès parce que en fait, il y a vraiment votre signature, c'est la dénonciation de l'absurde par le rire, on l'a dit. Mais en fait, faire rire sur des sujets sérieux, c'est un engagement parce que là, quand vous parlez des différences entre hommes et femmes, vous êtes une des premières à l'avoir fait un petit peu cash comme ça justement. Ça, c'est clairement un engagement pour que ça change, non, Anne Romanoff ? Mais j'aime bien, alors c'est pas le propos de l'humour de faire passer des messages à chaque ligne parce que ça saoulera les gens, mais j'essaye en effet que dans chacun de mes textes, il y a un petit message quand même. Il y a du fond. De plus en plus même. Ouais. C'est quoi, pourquoi vous vous engagez de plus en plus ? Parce que ça me paraît important, que justement quand on a la chance d'avoir la parole et une parole libre, c'est important de profiter de cette parole pour dire des choses. Ça va pas faire évoluer le monde, je suis bien consciente. Mais une goutte d'eau, ça fait un océan. Des petites gouttes d'eau, j'envoie des petites gouttes d'eau. Et comment ils sont réceptifs les gens à ça ? Est-ce que par exemple ça vous est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui vous dise vous m'avez fait réfléchir ? Non, peut-être pas quand même. Non, pas à ce point-là. Non, mais alors curieusement, moi je reçois beaucoup plus de compliments quand j'écris des textes sérieux. Vous m'avez fait réfléchir d'ailleurs. Comment ? Ah ouais ? Moi, vous faites réfléchir. Ah oui, alors allez-y, donnez un exemple, Omar Youssef Souleymane. J'aime bien cet engagement parce que je pense d'ailleurs que l'humour, c'est l'art le plus fort et puissant. Face à toutes les difficultés de la vie, de la complexité des dictateurs, par exemple. Vous savez, en série, l'humour, Bachar el-Assad, on n'a pas le droit de rire. On n'a pas le droit de rire. C'est pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est une arme incroyable pour, je pense, faire les gens réfléchir d'une manière ou d'une autre, pour changer la situation. C'est une légèreté incroyable et une légèreté profonde, on peut dire. Je pense que le plus intelligent là-dedans, c'est de traiter les mouvements et les événements les plus cruels avec légèreté. Voilà. C'est dur à faire ça. C'est dur, mais c'est un talent. Et je pense que c'est beau quand même. C'est très beau.
Ce qu'on a besoin d'aujourd'hui. Et Omar Youssef Souleiman est en train de dire que vous avez du talent, Anne Romanoff. Mais on sait tous, on a tous eu des fois des fous rires à des enterrements, des moments où il fallait pas rire, mais et c'est parfois aussi des moments où peut-être j'ai pas le plus ri pas à des enterrements, mais ça m'est arrivé de rire avec des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital parce que justement la cruauté de la situation fait qu'à un moment l'humour arrive comme une bulle de légèreté qui permet de survivre. Ce n'est pas des rires gratuits. L'humour qui permet de supporter le réel en fait, de survivre. C'est libératoire quoi. En fait, oui, mais même essentiel pour survivre. Il faut rire pour survivre, chers auditeurs, et pour vivre aussi a priori. Allez, encore un petit extrait d'Anne Romanoff. Vous appelez Michel ? Ma voyante. Comment vous appelez ? Gilles. Gilles, c'est le même genre de prénom. Mais vous avez un Michel dans votre entourage ? Non. C'est que vous le connaissez pas encore. Sitôt que vous êtes entré, j'ai vu clignoter sur votre tête Michel. Vous êtes né quand, Gilles ? Il y a longtemps. N'ayez crainte, rien de ce qui sera dit ici ne sortira de ce cabinet. Je suis tenue à la confidentialité du secret professionnel déontologique. Il me faut la date exacte. 30 08 59. Eh oui, quand même. Anne Romanoff sur Sud Radio. Alors Anne Romanoff, il y a une voyante dans vos nouveaux spectacles, mais c'est pas celle-là, c'est ça ? Il n'y a pas de voyante. Il y en a mais pas, c'est vrai. mais pourquoi il y en a dans votre dossier de presse peut-être. Alors c'est une erreur. Non, mais là c'est vrai que c'est un sketch que j'aime beaucoup faire, ce sketch de voyante, parce que je fais monter quelqu'un sur scène et c'est une voyante approximative qui pose des questions et qui donne des réponses en fonction des questions qu'elle a posées. Mais c'est vrai que j'adore ce sketch, qu'il est interactif et surtout quand je joue à l'étranger, c'est vraiment drôle parce que voilà, il se passe des choses. Donc je le garde quand même. J'adore, mais je vais pas le faire toute ma vie. Oui, ça fonctionne très bien, mais là c'est un nouveau spectacle. Vous pouvez la faire à toutes les sauces en même temps. Non, mais en tout cas, quand je me déplace à l'étranger, là j'ai pas mal voyagé avec ce spectacle. Enfin, le dernier, j'étais à Abidjan, au Portugal, aux États-Unis, à Casablanca, à Tel Aviv, et ça, ce sketch-là, j'apprécie particulièrement le faire quand je suis en déplacement à l'étranger. Parce que c'est en interaction avec le public aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, justement, l'expérience de la vie, elle existe depuis longtemps. C'est quoi vos personnages dans le spectacle ? Parce que l'expérience de la vie, on se demande en quoi vous la transformez, justement, Anne Romanoff. Alors, il y a tout un démarrage du spectacle qui est un peu du stand-up, où je parle un peu de la période actuelle et aussi des gens qui vont pas bien et des machines aussi. Vraiment, j'ai les caisses du supermarché, je parle de la caisse automatique à la poste aussi. Et ça, c'est vraiment du vécu. Voilà, donc il y a ça. Après, j'ai un coach de développement personnel américain où je donne des conseils aux couples. Ça aussi, c'est du vécu. Oui, c'est ce que j'ai compris du couple. Après, c'est pas pour ça que j'ai réussi à l'appliquer, mais je donne des conseils aux couples pour comment continuer à vibrer dans le couple. Voilà. Et puis, il y a la fameuse boucha avec la fille woke. Ouais. Et puis, il y a un poème sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui est envoyée par le ministère de l'Éducation et qui donne une version déconstruite du Petit Chaperon Rouge. Voilà. Ah, on a envie de ça. Vous aiguisez nos curiosités là. Voilà, et puis je termine aussi le spectacle par un bistrot sur l'actualité, comme d'habitude. Omar Youssef Souleiman, justement, pour en revenir à ce croissant ou à ce pain au chocolat, il n'y a pas que ça dans la France que vous aimez. Il y a Maupassant, il y a Paul Éluard, vous l'avez dit, et puis en plus contemporain, il va y avoir Albert Camus, il y a Christian Bobin. Finalement, c'est eux aussi qui vous ont réconcilié avec les défis culturels et les questionnements que vous aviez, en tout cas inhérents à votre condition de réfugié, ou finalement, c'est aussi eux qui vous ont donné envie de devenir français, tout simplement. Les deux. Et je pense qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en France qui m'a attiré. Vous savez, c'est la découverte. Et je pense c'est l'avantage d'être exilé. Parce qu'après avoir arrivé en France, après avoir perdu mon pays d'origine, ma famille, mes amis là-bas, j'arrive ici et je recommence ma vie de zéro. Vous savez, la perte nous donne une liberté incroyable. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Donc on est libre et on est fort et on est tellement curieux à découvrir le nouveau pays. Donc grâce à la publication de mon nouveau livre, j'ai voyagé presque partout en France. Et ce qui m'a tellement attiré, vous savez, la diversité en France. C'est à travers cette diversité, je me suis intégré dans mon nouveau pays. Et ce qui m'a attiré, c'est par exemple les différences entre l'Alsace, la Charente-Maritime, le Sud, Paris, etc. Et les relations humaines. Ce sont des régions à caractère, tout ça. Chaque région a son caractère. On est dans un pays très riche en France, vous savez. Et aussi les relations humaines avec les Françaises et les Français dans ces communes. Vous faites partie. Et cela me fait, à travers ces relations, j'ai construit ma famille française. Et chaque ville, vous savez aussi ce qui est l'avantage quand on est réfugié.
c'est qu'on vit dans la comparaison. Je comparais toujours la France avec mon pays d'origine. Et vous aimez plus la France aujourd'hui, après? Évidemment. C'est amoureux de la France comme un nouveau Français, mais pas comme quelqu'un qui vient, seulement quelqu'un qui vient d'ailleurs. Vous savez, dans chaque ville, hier par exemple, j'étais à Royan, avant-hier j'étais à La Rochelle, etc. Dans chaque ville, je cherche mon propre Champs-Élysées en comparaison. Je vais toujours au pays le plus banal de la ville pour découvrir l'autre côté de cette ville et je parle aux gens, etc. Faut que vous preniez le micro d'à côté, Omar, pardon. On fait, pour chers auditeurs, on vient d'emménager dans nos nouveaux studios, on a des petits problèmes de technique. C'est pour ça. Voilà, ça doit être à cause des Champs-Élysées. Je prends les deux alors. Non, ouais, voilà, restez comme ça, Omar. Allez, c'est parti. Donc, comme ça, on vous entend au moins. Voilà, donc je balade Champs-Élysées et je trouve que c'est marrant parce que dans chaque ville, j'ai mon propre Champs-Élysées. Ouais. Bon, non, celui de Paris m'a jamais atterré parce que je trouve toujours qu'il est superficiel. Ouais. C'est marrant, quoi. Et c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Ça, tiens, on va commencer par vous, Anne Romanoff. Pardon, excusez-moi, ça m'a perturbé cette histoire de micro. Qu'est-ce que c'est les défis, selon vous, en France aujourd'hui, très concrètement, pour favoriser justement ce multiculturalisme, pour se vivre ensemble, parce qu'on est quand même dans une société qui est un peu divisée. Est-ce que le rire, c'est un lien, par exemple, dans votre cas? Et quelles seraient des solutions un peu justement de légèreté pour recréer une espèce d'entente comme ça, à votre avis, Anne Ah ben mon Dieu, je sais pas. Vous savez pas? Là, je suis très inquiète, la vérité, parce qu'avec tout ce qui se passe, on sent l'exaspération constante. Non, Bon. D'accord. L'exacerbation des tensions. Non, mais bien sûr, avec tout ce qui se passe, on sent qu'on est une société très tendue. Donc il y a à la fois des gens qui s'affrontent et puis des gens qui regardent ça atterrés en se disant comment ça va. Non, moi je suis très inquiète. Voilà. Mais donc selon vous, il n'y a pas forcément je n'ai pas de solution. J'aimerais avoir une solution. Après, je crois en la nature humaine. Ouais. Et donc, croire en la nature humaine, ça veut dire qu'on peut s'en sortir, quoi. C'est ça que vous voulez dire, Anne Romanoff? J'ai cette espérance, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de tensions en France en ce moment, et puis surtout depuis une semaine, avec tout ce qui s'est passé, bien sûr. Et c'est légitime, mais beaucoup de tensions, d'angoisse, d'inquiétude, de peur, et de gens qui se sentent accablés aussi, parce qu'on se sent impuissant, en vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en parler, déjà. Oui, mais je sais pas. Enfin, je pense qu'il est plus au courant que moi. Non, mais je partage cette inquiétude, évidemment. Je suis aussi inquiet pour la France, mais je pense pas que la nature, pour reproduire toute seule la solution, je pense qu'on doit chercher nous-mêmes. Et je tiens à préciser que la radicalisation, surtout la radicalisation islamiste, dont je parle souvent parce que je viens de ce monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Les islamistes, vous savez ce que s'était passé il y a quelques jours. Et là, je prie de vous rendre hommage aux profs et d'exprimer toutes mes condoléances à sa famille et ses amis, et à la France d'ailleurs. Je pense que les islamistes sont très intelligents. Les islamistes sont bafous, comme on dit parfois dans les médias. L'assassin, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est ça que vous voulez dire? Ils savent très bien ce qu'ils font, et ils savent trop bien, en ciblant un enseignant, ils touchent le cœur de la République, le cœur de la France. Et je pense qu'aujourd'hui, cette tristesse devient de plus en plus grande que nous. Cette inquiétude est plus grande que nous aussi. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin plus que jamais de force, de courage, de solidarité et d'espoir. Alors justement, dans cette France qui se divise là, parce que c'est une France multiculturelle qui est en train de se diviser en ce moment. Puis on a effectivement, avec la mort de Dominique Bernard, le professeur, c'est très très compliqué, de plus en plus compliqué, avec ce qu'on entend aussi à l'extérieur. Un exemple concret de ce qui pourrait changer les choses selon vous, Omar Youssef Souleymane? Un exemple de quoi? Concret, quelque chose de concret. Je pense, encore une fois, c'est ça, il n'y a pas un seul, et on a plusieurs, chacune et chacun de nous à son coin, par exemple, de communiquer. Je pense qu'il faut y aller. Je pense avant tout, pour les gens qui sont, par exemple, des journalistes, des intellectuels, des experts au sujet, il faut y aller dans les quartiers les plus, chauds, comme on dit, plus reculés, en France, les plus séparés de la République, pour être avec les jeunes manipulés à cause des réseaux sociaux, à cause des imams qui profitent de la situation pour avoir des avantages politiques. Je pense que c'est tellement essentiel afin de faire barrage à la barbarie. Donc c'est l'intelligence qui fera l'éducation. Oui, évidemment. L'éducation nationale.
Merci à vous qui écoutez C'est excellent sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de l'humoriste Anne Romanoff et de l'écrivain et poète Omar Youssef Souleymane. Vous restez avec nous à tout de suite pour la fin de l'émission. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir, pour encore un quart d'heure, je suis en compagnie de l'humoriste Anne Romanoff et de l'écrivain et poète Omar Youssef Souleymane. Alors, Anne Romanoff, vous êtes une artiste engagée, hein. C'est pas que sur scène. Vous avez notamment monté votre association Solidarité avec les soignants en 2020. Vous avez fait ça avec Jean-Pierre Bansard et c'était pour fournir aux soignants et au plus fort de la crise sanitaire à l'époque, les équipements qui leur manquaient. Alors, la crise, elle est passée à l'heure où on parle. Qu'est-ce que vous faites actuellement comme action concrète avec cette association que je rappelle, Solidarité avec les soignants? C'est une association qui a été créée il y a 3 ans. Donc au départ, en effet, on a acheté des équipements d'urgence aux soignants, des masques, des gants. Et à partir de juin 2020, on achète en fait des équipements pour les salles de repos des soignants. Donc c'est très précis. D'accord. On leur demande ce dont ils ont besoin et on achète des petites choses en fait, mais qui leur changent le quotidien. C'est-à-dire souvent ils ont des cafetières qui fuient, des micro-ondes qui marchent pas. Un micro-ondes c'est moins de 100 € et en fait des fois ils sont 30 à manger avec un micro-ondes qui chauffe pas et donc ils mangent froid parce qu'ils ont 15 minutes pour manger. Donc si on achète 3 micro-ondes, c'est rien en fait. Et ça leur change la vie. Donc selon les besoins, j'ai toute une équipe de bénévoles, l'association continue, donc on achète des tables, des chaises, des décorations murales, de la vaisselle. Des fois ils disent que par exemple, mais on pense pas que quand des gens ils vous disent on boit de l'eau dans des mugs. En fait, parce qu'on n'achète pas de verre, mais des verres chez Jiffy, c'est 6 €. Enfin, je veux dire, c'est pas cher, quoi, en fait. C'est juste que, en fait, il y a personne qui s'occupe de ça. Comment ça se fait, ça, que c'est pas des choses auxquelles on pense ? Je ne sais pas, parce que, en fait, ça souvent vous a scandalisé, c'est pour ça que vous avez... ça m'a beaucoup scandalisé. Même actuellement, là, on a reçu des photos après, je veux pas faire du name dropping, machin, mais d'une hôpital dans un région. Je me dis, mais comment c'est possible, en fait, des chaises avec la mousse qui sortent, enfin, des trucs, mais même insalubres, alors pas partout, bien évidemment, et puis il y a la Fondation des hôpitaux qui est en train de faire plein de très belles salles de repos, même en aménageant d'une manière très belle les choses. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux soins, mais on pense pas aux soins des soignants. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est quand l'hôpital avait de l'argent, en fait, il l'affecte à l'accueil du public. Et c'est normal, parce que voilà. Mais du coup, les salles de repos de soignants passent vraiment, c'est la dernière roue du carrosse. Et souvent, on demande aux soignants d'acheter eux-mêmes les choses, d'accord ? C'est scandaleux, ça. Donc, ils n'ont pas d'argent. Avec les salaires qu'ils ont, donc ils doivent avancer, et puis ils mettent 3 à 6 mois à se faire rembourser. Voilà, et c'est pas une mauvaise volonté des directions des hôpitaux, en fait, c'est qu'il y a pas, c'est pas prévu, en fait. Moi, je leur ai donné comme idée, mais bon, pour l'instant, personne n'écoute. Non, déjà qu'il y ait par hôpital un responsable de la qualité de vie des soignants, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire le travail que nous on fait, là, on a aménagé peut-être 2500 salles de repos. En fait, je pense que d'autres gens pourraient le faire. Ça n'a rien de compliqué. J'ai des bénévoles, on cherche des équipements. Alors, il y a aussi une histoire d'appel d'offres parce que à partir de 10 000 €, faire des appels d'offres, et donc il y a des espèces de sociétés. Donc, il faut rester en dessous de 10 000 €, sinon. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des sociétés, si vous voulez, c'est plus facile de commander à une société qui va se gaver. Et nous, je sais pas, j'ai vu des tables, j'exagère peut-être, mais à 800 €, nous on a les mêmes tables à 150 €. C'est la même table en fait. Donc là, voilà, mais c'est plus fatigant ce qu'on fait nous, parce que nous, en fait, pour équiper une salle de repos, on va prendre 10 fournisseurs parfois pour chercher les meilleurs prix et pour optimiser l'argent qu'on a. Voilà, donc on a la chance d'être aidé par des conseils régionaux. On a bossé avec le conseil régional d'Île-de-France, avec actuellement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Bretagne. Et d'ailleurs, voilà, là, on attend les Hauts-de-France, hein, si Xavier Bertrand écoute, voilà. Et on attend, voilà, s'il y a d'autres conseils régionaux qui veulent nous aider, avec grand plaisir. Mais il y a aussi une question aussi de structure administrative, c'est-à-dire que c'est pas prévu, en fait, des petits budgets comme ça, parce que c'est pas, encore une fois, pour équiper une salle de repos de soignants. C'est pas des assez gros budgets, en fait. Non, c'est pas que c'est pas des assez gros budgets, que c'est pas prévu dans la ligne budgétaire, parce que même on a été en contact avec des ARS, ils se sont réintéressés de travailler avec nous, mais ils ne trouvent pas le biais administratif pour donner une association externe. Enfin, c'est un peu aussi, il y a le droit administratif français qui est assez complexe, et c'est un peu dommage, parce que nous, on est quand même assez réactifs, assez rapides, et puis surtout, on a des retours des soignants qui disent enfin, et encore une fois, c'est des petites choses, des fois, c'est des fauteuils relax. Par exemple, on a fait un partenariat avec la FUMA, c'est des fauteuils fabriqués en France, on a réussi à négocier un prix pour des fauteuils où ils peuvent dormir la nuit. Combien de fois il y a des soignants qui disent qu'ils dorment sur des chaises de cafétéria la nuit, enfin, en attendant qu'on les sonne, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment c'est quand même des gens qui sont pas bien payés, qui font un boulot fatigant, qui se donnent corps et âme, qui ont une vocation, et à un moment, au moins qu'ils aient des salles de repos correctes, quoi.
Omar Youssef Souleymane, quand vous entendez Anne Romanoff parler de ces soignants qui manquent de soins et quand vous entendez tous ces dysfonctionnements qui arrivent en France, je pense que quand même, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur et d'un pays aussi compliqué que la Syrie, ça doit être un petit peu étonnant quand même, non ? Oui, c'est étonnant évidemment parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'image traditionnelle de la France, mais aujourd'hui, je peux dire que j'en suis sorti de ce cliché que la France c'est le pays idéal où on n'a pas de problème. Vous savez, je ne suis pas français parce que je considère la France comme le meilleur pays du monde, mais tout simplement parce que la France fait partie de moi et je fais partie de cette France. Et encore une fois, je suis engagé pour cette France. Je me souviens, au bout de le premier confinement, suite du Covid, c'était tellement surprenant que la situation sanitaire en France, qu'on n'avait plus de place dans les hôpitaux d'un seul coup. On n'avait plus. Alors, je ne suis pas du tout expert par rapport aux détails, mais tout ça, c'est surprenant. Comme un pays bien développé comme la France, on n'avait pas de vaccin, on n'avait plus de gel, etc. Des choses simples. Pourtant, en France, on fabrique des choses très très modernes. Oui, mais parce que le caractère, ça va avec le manque d'organisation, a priori, dans ce cas-là. Hein. Oui, à fond, bien sûr. Mais il y a de l'organisation, mais aussi, ce qui m'étonne beaucoup en France, c'est la bureaucratie. Par exemple, personnellement, pour obtenir, de ma propre expérience, obtenir la nationalité française. Le dossier a été refusé plusieurs fois pour des raisons tellement qui n'ont rien à voir avec la nationalité elle-même. Et je pense que c'est un trajet à faire, une tragédie même à vivre pour obtenir la nationalité. C'est un rite de passage, quoi. Oui, et pour s'intégrer même en France. Alors, le problème de l'administration, ce n'est pas seulement les réfugiés qui le vivent, mais aussi les Français qui sont ici. Je pense qu'on a besoin de faire des efforts. Premièrement, pour déconcentraliser notre pays, c'est-à-dire on n'est pas juste à Paris, la France n'est pas seulement à Paris. Et deuxièmement, c'est pour avoir plus de simplicité dans tous les sens. Bien sûr. On va arriver bientôt à la fin de cette émission. On va passer un petit peu à vos parcours réciproques tout de même. Alors, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux, puis on va commencer par vous, Anne Romanoff. En regardant en arrière sur votre parcours artistique, sur votre parcours personnel, est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez su que votre voix serait celle de l'artistique ? Est-ce qu'il y a un moment précis, en montant sur scène, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment vous avez décidé que ça serait ça votre métier ? J'ai commencé quand j'ai 12 ans à faire des sketchs devant des amis de mes parents. J'ai imité Sylvie Joly, donc là j'ai senti... Non, c'est vrai. J'adore. Et après, j'ai pris des cours de théâtre. Et puis après, le moment où je me suis dit que ça pouvait marcher, c'était quand j'avais 22 ans. Ouais. La première fois, on m'a accepté à la télé, dans des cabarets. D'accord. Et c'est les retours que vous avez eus qui vous ont confirmé que c'était ça votre voix, quoi. Oui, parce que au début, j'ai commencé en faisant des sketchs. Après, j'ai voulu devenir une actrice normale. Mon idole, c'était Adjani. Je voulais rentrer à la Comédie Française, faire du cinéma. Et en fait, quand j'ai essayé de faire ça, ça marchait pas du tout. D'accord. Donc vous avez trouvé votre truc, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est pas par dépit, rassurez-moi, Anne Romanoff. Un peu. Oui, mais c'était mon envie initiale. C'est que quand j'avais 12 ans, je faisais rire les gens. Donc en fait, je suis revenue à ça. Mais disons que dans les cours de théâtre, on va dire, j'ai été détournée de cette envie. Vous avez rêvé des grands auteurs, quoi. Je sais pas si j'ai rêvé. C'était plus peut-être du conformisme parce qu'à l'époque, l'humour c'était considéré comme de la merde et je voulais pas faire. J'étais sobre. D'accord. Et alors vous, Omar Youssef Souleymane, vous étiez journaliste en Syrie, hein, puis vous êtes poète, vous êtes écrivain, vous êtes bercé, vous avez été bercé de littérature. Est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez décidé que ça serait votre métier aussi ? Ou est-ce que finalement toujours, c'était logique ? En fait, c'était encore une fois, un sort d'existence depuis quand j'étais petit. Je pense qu'on trouve sa tranquillité, cette satisfaction entre les mots. Quand j'étais petit, on était obligé d'apprendre l'ancienne poésie arabe par cœur l'été, parce que la langue arabe faisait partie et fait toujours partie de son identité, de son appartenance à cette nation qui s'appelle la nation arabe. Aujourd'hui, je crois qu'elle n'existe pas, mais bon. Avec le temps, j'ai découvert de plus en plus que mon existence sera toujours entre les mots, dans la poésie, surtout grâce à ces lectures de poésie. Une fois que j'ai écrit le premier poème, je me souviens que j'avais vers 11 ans, un petit peu. Et j'ai tout de suite su, c'était un sentiment qu'on ne peut pas expliquer, que ça sera mon pays pour toujours. Et c'est toujours le cas. Donc c'est une histoire de pays chez vous. Hein. Une histoire de pays, d'intégration et de satisfaction. Oui. On en arrive à la dernière question de cette émission. Si vous pouvez me répondre assez succinctement l'un et l'autre. Tiens Omar, puisque vous avez la parole, on commence par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Tiens-toi bon, et je suis là pour toi, pour toujours. Vous grand, vous êtes là pour vous enfant. Exactement. C'est beau. Et alors vous, Anne Romanoff, qu'est-ce que vous diriez à cette petite fille que vous étiez ? T'inquiète pas, ça va aller.
Vous étiez inquiète? Oui, toujours. Oh, et vous l'êtes encore? Encore, mais moins. Mais vous pouvez vous rassurer aujourd'hui, quoi. Un peu. Bon, bah voilà, merci, hein, c'était excellent. Merci à tous les deux, Anne Roumanoff, Omar Youssef Souleiman, d'être passés par ici. Alors, et puis merci à vous, chers auditeurs, hein, de fidélité à cet excellent, votre émission sur Sud Radio. Alors, on va se retrouver dimanche prochain, évidemment. L'expérience de la vie, le nouveau seul en scène, One Woman Show de Anne Roumanoff sera les 18 et 19 octobre prochains à l'Apollo Théâtre à Paris, et puis le 27 octobre à l'espace culturel La Vigie à Trinité-sur-Mer, et puis il y a toutes les autres dates qui sont sur votre site anneroumanoff avec 2f.com. Le tout nouveau livre de l'écrivain et poète Omar Youssef Souleiman, Être français, est sorti chez Flammarion et disponible en librairie, évidemment. Merci à Quentin Cabanis qui réalise pour vous aujourd'hui, puis à Sud Radio ses équipes. Et puis alors surtout restez bien connectés avec nous, parce que à suivre sur Sud Radio une journée spéciale jusqu'au coup d'envoi du quart de finale France-Afrique du Sud à 21h. Sud Radio vous fait vivre le compte à rebours en direct de tous les bastions du rugby français. Il y a un dispositif spécial à Toulouse, à Marseille, à Paris, dans la fan zone Sud Radio. Et puis avec vous, évidemment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis avant ça, vous allez retrouver Yvan Cugius pour le Loft Music avec son invité Harry Roselmack. Ça sera juste après les infos. Et puis toutes vos émissions, c'est excellent, sont disponibles sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux et Deezer, les copains. Et puis est-ce que vous avez un petit truc à dire sur la Coupe du Monde de rugby, tiens, Anne Roumanoff, avant qu'on se quitte? J'espère qu'on va gagner, qu'on a un peu des bonnes nouvelles, parce que depuis une semaine, c'est pas top. Voilà, on va prier fort. Et vous, un petit mot pour notre équipe? Je suis nul là-dedans, mais j'espère toujours qu'on va gagner. Vous êtes nul dans le rugby, c'est ça? Oui. Bon, j'avoue que moi aussi, j'ai un peu de mal à comprendre les règles. Quentin Cabanis, il va peut-être pouvoir vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Chers auditeurs, vous restez avec nous sur Sud Radio, évidemment. Ça continue toute la journée. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Et puis, je vous fais un bisou. Tout de suite, le Loft Music, c'était excellent. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.